J'ai entendu Christiane Taubira dire la médiation, c'est la meilleure des solutions. Lorsqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, et on peut comprendre que lors d'un divorce, c'est difficile de se mettre d'accord sereinement, intelligemment, pour s'occuper comme il le faut de son enfant, la médiation, pourquoi ne pas avoir un recours le plus souvent possible à la médiation? Ça existe, ça? Je vous réponds très rapidement et je réponds à monsieur par la suite. Très rapidement, la médiation fonctionne surtout lorsque les deux parents sont partie prenante et sont actifs dans le processus de médiation. C'est évident. Vous avez bien déjà réussi à tenter de vous mettre d'accord avec quelqu'un avec qui vous avez eu un différend. S'il n'est pas d'accord pour s'asseoir à la table des négociations, il ne se passe rien et il n'y a pas de négociation. En général, les torts sont partagés. Eh bien justement, mais encore faut-il amener les deux personnes à la négociation. Dès lors qu'un refuse, il n'y a plus de médiation possible. Donc ça, c'est évidemment un énorme écueil à la médiation. Pour répondre à monsieur, je ne peux absolument pas laisser dire que SOS Papa instrumentaliserait quoi que ce soit. Ce papa n'est absolument pas membre de l'association SOS Papa. Il a été membre de SVP Papa qui, entre guillemets, l'aurait lâché en cours de route. Je me suis senti simplement proche d'un papa qui, aujourd'hui, effectivement, tentait de faire... C'était pas scénarisé, tout ce qui s'est passé là? Non, pas du tout. Là, on va entendre parler du grand complot, peut-être, et la CIA va bientôt nous interroger pour savoir s'il n'y a pas un grand complot. Je me permets quand même de préciser que monsieur représente une association qui compte 180 adhérents et qui existe depuis moins de 3 ans. Alors, pour éviter justement les propos aussi, on nous dit souvent que c'est des propos masculinistes, ça aurait été bien d'avoir une avocate femme pour l'association SOS Femmes, peut-être, parce que tout d'un coup, on nous parle de masculinisme dès qu'on dénonce la situation avec 1 300 000 papas privés de leur enfant. Une telle situation. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où un couple sur 2 divorce, voire 2 sur 3 dans certaines villes. Donc, les cas de ce monsieur vont sans doute se reproduire. Et Élodie Singal, est-ce qu'on n'est pas quand même face à l'égoïsme des parents, tout simplement, ou l'individualisme des parents? Il y a 2 choses que je voudrais dire. Je voudrais revenir sur les propos de monsieur quand il dit que 4 jours suffisent. Nous, en psycho, on considère qu'il faut au minimum 1 tiers. Donc 10 jours, on donne 10 jours l'enfant au papa. Je peux me satisfaire de ça. Je peux considérer que l'enfant crée du lien avec son parent. Que les parents habitent à côté aussi. Parce que parfois l'éloignement crée aussi des problèmes. Il faut aussi discuter du type d'éloignement. Parce que quand vous allez en province, les enfants prennent le bus parfois 45 minutes pour aller à l'école. Et dans ce cas-là, les mesures d'éloignement qui ne sont pas les mesures d'éloignement, mais les conditions d'éloignement ne sont pas les mêmes à Paris. 45 minutes à Paris, on ne tolère pas. 45 minutes en province, on le tolère. Parce que les habitudes, les organisations, etc. Maintenant, votre question, c'était sur les conflits. Un peu l'égoïsme des parents, finalement, parce que chacun parle de l'enfant, mais c'est l'enfant qui est traumatisé, j'imagine, de voir ses parents déchirés. Quand on est dans un divorce, la première chose qui est activée, c'est la peur. C'est l'effroi, c'est même la torpeur, on est sous le choc. Je ne sais pas comment réagir quand je me retrouve face au vide. Avant, j'avais des projets, je savais où j'allais, j'avais un partenaire, j'avais des béquilles, j'avais une direction. Oui, sauf que là, ça fait quand même des années. Par exemple, ce monsieur-là en question, son fils a 6 ans et demi, donc là, il est plus à chaud. Je ne connais pas l'histoire de ce monsieur, je préfère ne pas en parler. J'ai des dossiers dans mon cabinet de papa et de maman qui durent, et ils durent parce qu'un papa ou une maman chacun va s'opposer. Chacun s'enferme dans ses positions. À la base, moi, ce que j'ai dans mon cabinet, que ce soit un homme ou une femme, parce que contrairement à ce que dit monsieur, je suis pas pro-papa. Moi, je me bats pour le papa, mais je me bats pour la maman. Mais la maman, elle l'a déjà. À la base, en général, elle l'a déjà. Donc, le juge, en général, donne le droit de garde à la maman. Ça ne veut pas dire. J'ai des mamans qui sont victimes d'aliénation parentale, qui n'ont pas vu leur enfant depuis 2 ans. J'ai des cas de mamans aussi qui vivent des choses très graves. Mais encore une fois, on parle de guerre entre papa et maman. Moi, je veux pas les opposer. Je voudrais parler de parents. Voilà, j'ai un parent, j'ai des parents qui vivent des choses très dures pendant 2, 3, 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui s'oppose à ce qu'on voit l'enfant. Il faut se poser la question de pourquoi. Parfois, il y a des fausses accusations. Moi, j'ai des papas qui subissent des fausses accusations. Des maltraitances? De maltraitance, d'abus sexuels, d'abus psychologiques. Il est prouvé juridiquement qu'il n'y a pas eu d'abus, mais madame ne reçoit rien en pénalité. Donc, pourquoi ne pas arrêter? Je n'ai pas envie de confier l'enfant. Je vais continuer à faire des fausses accusations. Est-ce que les juges, finalement, sont pas un peu en mode automatique? C'est-à-dire le juge chargé des affaires familiales, pour régler le problème, donne le droit de garde à la maman sans trop se poser de questions? Je ne pense pas. Je pense que les juges ont beaucoup de discernement et ont eu une formation. Ils sont débordés, les juges. La justice est débordée. Ils sont débordés. C'est vrai que 50% de la justice aujourd'hui concerne les affaires familiales, mais ce sont des magistrats remarquables qui ont une formation aussi bien en droit que très souvent en psychologie, qui ont une formation continue.
aussi bien le juge des enfants que le juge des affaires familiales, et je leur rends ici hommage, et qui rendent des décisions souvent après des enquêtes sociales, après des expertises médico-psychologiques, dans lesquelles clairement il est repéré que l'intérêt de l'enfant est plutôt d'être d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, très souvent, les enfants sont aussi confiés au père. Et donc il faut arrêter, je crois, cette espèce d'amalgame dans lequel on est en train de nous entraîner dans cette guerre, alors qu'au contraire, au-delà de ce morcellement, il faut contextualiser. C'est ce que fait aujourd'hui la délégation aux droits aux femmes. Parce que la loi du 9 juillet 2010, qui était une loi sur les violences faites aux femmes, et leurs conséquences sur les enfants, violences faites aux femmes dans les couples, donc aussi aux hommes, et leurs conséquences sur les enfants, est complètement inachevée. Donc aujourd'hui, la délégation aux droits aux femmes travaille sur un nouveau projet dans lequel on va pouvoir contextualiser, comme ça a été fait par exemple à Bobigny, où effectivement monsieur le procureur Poiré a réussi à mettre en place la chaîne avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux, avec des avocats, avec des magistrats. C'est ce qui manque aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on morcelle alors qu'il faudrait un espèce de guichet unique, un guichet global, dans lequel on puisse analyser effectivement au cas par cas, parce que chaque cas est effectivement différent, pas faire de généralité, et de reprendre les décisions, non pas dans le droit de l'un ou de l'autre, parce qu'encore une fois, c'est pas de ça dont il s'agit, mais de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que prévu par la Convention de New York. L'intérêt supérieur de l'enfant. Je voudrais juste dire que, maître, depuis tout à l'heure, chaque fois que vous parlez des hommes, c'est pour parler de violences faites aux femmes, c'est pour parler du caractère nocif de l'homme. Mais je suis d'accord que 150 hommes ont tué une femme cette année. Je ne vais pas le nier. Mais il y a 30 millions d'hommes. Donc il y a des hommes maltraitants, mais il y a aussi une majorité d'hommes et de pères qui sont très compétents et très bienveillants. Et je voudrais qu'on arrête de réduire les hommes dans ces représentations sociales et ces clichés de maltraitants. Ils ne sont pas que cela. Oui, mais parfois je ne fais que me référer, madame, au rapport parlementaire de 2009 qui a été fait de manière remarquable, parce que depuis 10 ans, il n'y avait plus rien de fait à ce niveau-là en France, contrairement à d'autres pays européens. Je travaille au sein du Conseil de l'Europe dans une ONG qui s'appelle Égalité hommes-femmes, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer les hommes contre les femmes, mais il s'agit d'un respect de droits humains par rapport à ces problématiques de violence, quand même, disons-le, psychologique et de harcèlement moral. Terminé. La loi n'est pas appliquée à ce niveau-là aujourd'hui, et c'est à quoi nous assistions dans ce spectacle. Alors justement, ce spectacle médiatique va se terminer. Dignité. Fabrice Mégia, ce spectacle médiatique on va passer à autre chose, bien entendu. Hein. Bien sûr. Qu'attendez-vous maintenant, en un mot ? Aujourd'hui, je souhaiterais que justement cette opposition homme-femme cesse. Aujourd'hui, on n'a pas de raison d'opposer père et mère. Voilà, on va finir Monsieur sur ces représente paroles. une association de mères, comme je représente une association de pères. Il peut y avoir des travers de la justice familiale. Je trouve dommageable que monsieur trouve tout parfait, mais ceci dit, chacun peut avoir son sentiment sur la question. Le débat se poursuit sur BFM TV, puisque Ruth Elkrief, à 19h, recevra notamment la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, qui pourra donc réagir à cette question du droit des pères. Très bonne soirée sur BFM TV. À demain 18h pour BFM Story. Merci. Hey, plongez dans la météo du jour avec Des Joyaux, concepteur de piscine.